président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, président du Conseil supérieur de la magistrature, a reçu ce matin le pool d'avocats ayant défendu avec brio le dossier du Mali devant la Cour de justice de l'UEMOA suite aux sanctions imposées à notre pays il y a 4 ans. Le président Goïta a remercié et félicité le barreau malien pour avoir donné au pays sa dignité et son honneur. Cette victoire historique est dédiée au peuple malien connu pour sa résilience. Le chantier de la RN7 Bamako-Koulikoro, lancé le 16 juillet 2024, n'a jamais fait objet de vérification, encore moins d'audit. Allusion est faite aux informations qui circulent sur des irrégularités financières de plus d'1,7 milliard de francs CFA sur le chantier. Ces chiffres ont été rendus publics en 2023 et concernent l'actuel fonds d'entretien routier. Dambélé Madina Sissoko l'a dit à l'issue de la visite qu'elle a effectuée cet après-midi sur le chantier dont les travaux ont repris. Les autorités avaient pris la décision le 19 septembre 2024 de délocaliser les marchés à bétail de Bamako pour des mesures de sécurité. Un an et demi après, le gouverneur du district de Bamako rencontre les acteurs pour une mise au point. Abdoulaye Coulibaly rassure que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'opération de délocalisation. Nous parlerons de culture dans cette édition avec cette pratique culturelle de portée spirituelle et sociale. Il s'agit du Yogoro, du Dodoku, Dorodje chez les Soreilles. Les appellations diffèrent selon les milieux. Ces pratiques ont lieu généralement à partir du 10e jour du mois de Ramadan. Nous ferons le tour à Bamako et à Gao pour un moment de souvenir. Si vous constatez de la fatigue, l'essoufflement, des vertiges ou une perte de connaissance brutale, cela n'est pas normal. Il s'agit des troubles de conduction cardiaque, une pathologie qui touche majoritairement les personnes âgées. Actuellement, le seul traitement est l'implantation d'une pile, généralement sous la clavicule gauche, pour permettre de réguler le rythme cardiaque. À suivre la chronique santé en fin de journal. Vous servir est un réel plaisir. Très heureuse de vous retrouver dans la grande édition de ORTM 1. Bonsoir et bienvenue à tous. Victoire historique du Mali devant la Cour de justice de l'UEMOA. La Cour de justice de l'UEMOA de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a jugé illégal et annulé le 28 janvier dernier des sanctions économiques et financières imposées à notre pays le 9 janvier 2022. Le pool des avocats mandatés par l'État a reçu ce matin les félicitations et les encouragements du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Pour le chef de l'État, le travail a été accompli dans l'honneur et la dignité. Le compte-rendu de cette audience avec Tamsir Diabaté et Abou Koni. Un mois après la décision de la Cour de justice de l'UEMOA donna raison au Mali dans l'affaire des sanctions économiques illégales contre notre pays, le président de la transition reçoit le collectif d'avocats mandaté par l'État avec tous les honneurs dans la maison Mali au palais de Koulouba. Le général d'armée Assimi Goïta, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, a tenu à saluer ces hommes de droit pour leur professionnalisme et leur engagement patriotique. Naturellement, c'était le Mali qui était en face de nous, mais le Mali ne pouvait avoir des prétentions qu'en se basant sur le droit communautaire existant. Et il nous fallait forcément tirer argument de ce droit communautaire pour défendre les intérêts du Mali. Et je dirais que s'agissant des intérêts du Mali, ils étaient parfaitement fondés. Et à la lumière de l'arsenal juridique qui était en cause, il était clair pour nous autres avocats que les sanctions dont le Mali avait fait l'objet étaient illégales. Tous ont exprimé leur réconfort suite à la confiance en eux placée par le président de la transition. Une reconnaissance du professionnalisme à travers une mission de défense de la cause du Mali. Ils se disent motivés par la résilience du peuple malien déterminé à préserver sa dignité chaque fois qu'il s'estime frappé par une injustice. Cette décision, nous la dédions au peuple malien, un peuple malien résilient, patient et digne. Et si nous avons combattu et nous avons eu cette détermination, c'est que nous savions que le peuple malien était derrière nous. Nous sommes des avocats, il est vrai. L'avocat, c'est un ordre d'honoraire. Mais cela n'a pas été beaucoup question ici. Nous avons surtout pensé au pays. Et vraiment, nous en sommes là pour les missions à venir. Cette décision est à la fois politique et juridique. Politique et juridique parce que
La conférence des chefs d'État est un organe politique qui a transgressé le droit communautaire. Et les juges, malgré les positions dans lesquelles ils se trouvaient, ont pris leur courage en deux mains pour sanctionner l'organe le plus important de notre organisation communautaire. En cela, la décision est à saluer. Le contentieux, toutefois, ne saurait s'arrêter là. À en croire le collectif, la question des dédommagements est une nouvelle phase de la bataille judiciaire. Pour qu'il y ait le dédommagement déjà, il faudrait qu'il y ait des actions et qu'il y ait un résultat tendant à l'octroi de dédommagement. Suite à la constatation effective de préjudice que le Mali aurait subi. Il s'agit d'une autre bataille, il s'agira d'une autre bataille. Pour le ministre en charge de la justice, un tel succès est un motif de fierté légitime. Il atteste de la qualité du barreau malien et de la capacité des institutions maliennes à faire valoir des droits des Maliens au niveau des instances internationales. Nous sommes fiers d'avoir des avocats de cette envergure capables de défendre les intérêts de l'État. Cela est une fierté pour le Mali. Je tiens aussi à saluer le courage des juges de la Cour, parce que dans un contexte géopolitique tendu comme celui que nous avons vécu, il n'était pas facile pour les juges de prendre des décisions en appliquant le droit, rien que le droit. Donc ce n'était pas donné, mais ils ont été courageux, ils ont rendu cette décision. Donc nous tenons aussi à les féliciter et à saluer leur courage et leur bravoure. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est une victoire vraiment pour le peuple malien. Donc avec la décision qui est tombée le 28 janvier, nous avons une consécration judiciaire de l'illégalité des décisions qui ont été prises. Et donc pour les étapes à venir, donc nous allons prendre les orientations nécessaires pour voir dans quelle mesure les choses peuvent être engagées. C'est le 28 janvier dernier qu'est paru l'arrêt condamnant Liomba pour les sanctions jugées illégitimes prises contre le Mali. Il y a 4 ans. Parmi les artisans de cette victoire figurent entre autres le bâtonnier Maître Moustapha Sissé, Maître Chakoumar Konaré et Maître Abdraman Ben Mamata Touré. Des noms désormais associés à cette victoire du Mali qui s'est inscrit dans la voie du droit pour faire entendre sa voix. Et nous restons à Koulouba pour parler de la traditionnelle cérémonie mensuelle de montée des couleurs en présence du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, et de l'ensemble de ses collaborateurs. Une pratique instituée depuis son accession à la magistrature suprême en 2021. L'objectif est de renforcer l'engagement patriotique du Malien envers la patrie. Oui, vous le voyez sur ces images, le chef de l'État saluant le drapeau. Et cette initiative du président de la transition se déroule dans les services publics. Elle vise à inculquer les notions de civisme et de citoyenneté chez la nouvelle génération qui constitue l'avenir de la nation. Voilà la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs dans la cour du palais de Koulouba. Une cérémonie en présence du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, et de l'ensemble de ses collaborateurs. Le même exercice s'est déroulé ce matin dans les locaux de la cité administrative. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé la cérémonie de montée des couleurs nationales à la primature. Autour du chef du gouvernement, les membres du cabinet de la primature et le personnel de la primature. Cette cérémonie qui se tient le premier lundi de chaque mois, je vous rappelle, vise à cultiver l'esprit de civisme conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta.
Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui assiste donc à la montée des couleurs entouré de ses proches collaborateurs. Et comme vous le savez, ce geste consiste à hisser haut le drapeau national. L'événement exprime la détermination et l'engagement des autorités à consolider les acquis de la refondation du Mali. Voilà. Même exercice à la primature. Montée des couleurs, présidée par le chef du gouvernement. Et cette nouvelle audience également à la primature, le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a reçu cet après-midi en audience l'ambassadrice des États-Unis au Mali. Son Excellence Rachna Korkonen était venue notifier au chef du gouvernement la levée des sanctions contre des militaires maliens. En réponse et au nom du président de la transition, chef de l'État, le Premier ministre a apprécié positivement à sa juste valeur cette décision des États-Unis de lever les sanctions contre ces officiers maliens. Il a exprimé l'appréciation que les autorités maliennes ont de cette mesure qui est de nature à améliorer les relations entre nos deux pays tout en réitérant le respect de la souveraineté nationale. Il s'est réjoui des avancées enregistrées dans le domaine de la coopération bilatérale et le dialogue politique. Enfin, le Premier ministre s'est réjoui de la nouvelle orientation des autorités américaines consistant à exploiter les opportunités économiques et commerciales dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Et le conflit Iran-Israël a des répercussions sur le monde entier. L'Afrique et le Mali en particulier ne sont pas épargnés par cette situation. Selon des universitaires et chercheurs, les conséquences sont surtout économiques, politiques, sociales et même religieuses. Notre équipe de reportage dirigée par Youssouf Diakité est allée à la rencontre de certains qui analysent la situation. Dr Baba Koulibaly et Dr Amadou Salif Guindo, tous deux anciens chercheurs, s'expriment sur la question. Cette crise en Iran, il faut le dire, c'est une crise qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce que nous voyons, c'est un peu la manifestation. Et moi, je pense que ça fait plusieurs décennies que le Moyen-Orient est sous tension en fonction de ses relations avec les autres grandes puissances, notamment les États-Unis d'Amérique. Et les interventions qui ont eu lieu avant-hier et par les États-Unis en lien avec Israël et les répliques de l'Iran ont bouleversé le monde entier et sur plusieurs plans. Et d'abord sur le plan économique, on peut constater que ça va avoir des effets sur le marché, notamment le marché pétrolier. Ce marché peut être impacté fortement parce que tout le Moyen-Orient qui est dans le viseur des États-Unis, où il y a des bases militaires de ce pays, n'est-ce pas, est en ébullition aujourd'hui. Donc c'est des pays producteurs du pétrole, c'est des pays exportateurs du pétrole. Et donc ce marché va être bouleversé et l'Afrique va connaître les conséquences. En ce sens que nous, surtout les pays enclavés et non producteurs, nous nous approvisionnons à partir de ces pays-là. Et donc la guerre étant déclenchée, il va sans dire que alors les circuits de production, de distribution, de commercialisation vont être perturbés. On est à un moment de la géopolitique internationale où chacun doit concrètement prendre sa responsabilité. Le Mali tout seul va être incapable de poser des actes qui puissent impacter la situation.
je pense que le cadre privilégié aujourd'hui pour le Mali d'agir, c'est le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Et que les dirigeants africains, de façon générale, sortent de la peur, qu'ils sortent des hésitations diplomatiques. Alors, cette situation mérite d'être condamnée. C'est une agression d'un pays souverain qui mérite d'être condamné. Cette guerre, si on veut l'appeler ainsi, est une guerre qui divise le monde. On peut parler de bipolarisation de notre monde entre, d'un côté, ceux qui sont les alliés et les amis des États-Unis et de l'autre côté, les neutres ou les faux neutres qui observent et qui attendent que les rapports de force basculent pour se décider. Et généralement, comme on le sait, les neutres décident généralement de se joindre à ceux qui, plus tard, vont conserver le pouvoir des rapports de force, c'est-à-dire les plus forts. Et nous observons ces derniers jours, surtout pour nous qui sommes dans les domaines de la recherche en sciences du langage, une sorte de production de discours. Et une sorte de production de discours où chacun tente de construire un ennemi, chacun tente de gagner la compassion de l'opinion, sinon à se rallier l'opinion favorable pour justifier la guerre qui est en train de se mener contre, donc d'une part, les États-Unis et Israël et de l'autre côté l'Iran. Le Mali a toujours observé une position on va dire, d'objectivité, je ne dirais pas de neutralité. En étant un pays du tiers-monde, nous avons quand même une diplomatie de non-alignement. Et je pense que dans une telle situation, le mieux c'est de rester dans son positionnement de tous les temps, bien que le Mali entretienne de très bons rapports de coopération avec les États-Unis et l'Iran. Le mieux pour un pays comme le Mali, sinon par extension pour une entité supraétatique comme l'AES, c'est d'observer et surtout de voir comment ils peuvent ou bien elles peuvent capitaliser sur l'expérience de cette guerre qui, il faut le rappeler, mobilise les ressources de toutes parts, mais surtout montre combien les deux pôles sont avancés en matière de technologie. La ministre des Transports et des Infrastructures d'Amélie Madina Sissoko a visité cet après-midi le chantier de la RN7 Bamako-Koulikoro. Les travaux lancés en 2024 par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a connu un temps d'arrêt entre défis sécuritaires et contraintes urbaines. Le projet entame une phase décisive. À la date du 2 mars, le taux d'exécution est de 26% pour un délai consommé de plus de 66%. Les travaux ont repris et s'accélère. La ministre était accompagnée du chef de la mission résidente de la BOAD au Mali. Le reportage de Alousseni Touré et Djelima Vandjabati. Le bitume progresse, mais le défi reste immense. Sur la RN27, les engins du groupement Covec Mali et GK ont pris un rythme plus soutenu. À ce jour, le taux d'exécution physique affiche 26,25%, un chiffre qui témoigne d'un redémarrage après plusieurs mois de ralentissement. Nous avons un taux d'exécution d'à peu près 26,25%. pour un délai consommé de 66,11%. Les retards, ça s'explique. L'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers avait posé d'énormes problèmes. En plus de ça, les corridors Bamako-Dakar, par lesquels nous avons à peu près 68,2% du fret malien transit par ces corridors, étaient sous occupation. Et ensuite, les autres aspects liés à l'insécurité par rapport aux deux sites. L'entreprise dispose de deux sites. Un site de concassage, les graviers que nous utilisons, et ensuite un autre site pour
la centrale à béton bituminé, ces deux sites-là avaient fait l'objet d'attaques terroristes et barbares. Le projet n'est pas qu'une simple route, c'est une transformation urbaine comprenant 4 ponts stratégiques, notamment à Médine et Missira, des pistes cyclables et des passerelles piétonnes. Chaque ouvrage nécessite des temps de séchage incompressibles avant l'ouverture au trafic. Je m'engage personnellement pour pouvoir mettre tout en œuvre pour que ces projets ne puissent pas connaître des difficultés. Nous avons la chance, c'est un projet qui est financé sur un prêt de la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement. La banque finance ces projets à hauteur de 89,13% et l'État du Mali à hauteur de 10,17%. Donc ce qui fait les 100%. Donc on n'a aucun problème de décaissement parce que les partenaires techniques et financiers étant là, du côté de l'État, du côté des partenaires techniques et financiers, on n'a aucun problème de décaissement. Les décomptes qui ont été validés, déposés, ont été transmis et les paiements, c'est entre les bailleurs et les prestataires, c'est-à-dire les entreprises qui sont sur le terrain et la mission de contrôle. Pour mener à bien cette ambition de 29 milliards de francs CFA, l'État peut compter sur son partenaire stratégique, la BOAD, qui finance le projet à hauteur de 27 milliards, confirme que les ressources sont mobilisées et les procédures de paiement fluides. Ce projet qui nous concerne, il tourne autour de 29 milliards. Donc par rapport au décaissement, nous avons des procédures qui sont très strictes, très transparentes, donc qui obéissent aussi à des procédures depuis le terrain, les services techniques, enfin l'entreprise ou bien le prestataire qui est concerné connaît nos procédures, introduit ces demandes de décaissement qui passent par le ministère technique déjà pour une première validation et qui ensuite va au niveau du ministère de l'économie et des finances qui nous transmet maintenant les demandes de décaissement. Et au niveau de la mission résidente à Bamako, nous examinons est-ce que les dossiers sont conformes. Ensuite, nous les envoyons au niveau du siège à Lomé pour que les services techniques concernés aussi puissent instruire le processus jusqu'à l'aboutissement du décaissement. Donc, c'est plus... Un planning actualisé a été validé, l'engagement est pris, les travaux se poursuivent désormais normalement pour transformer ce axe Bamako-Koulikoro en une voie moderne répondant aux normes internationales. Et depuis le lancement des travaux, le chantier n'a pas fait objet de vérification, encore moins d'audit. La ministre des Transports Dambélé Madina Sissoko donne ainsi des éclaircissements sur des allégations faisant état d'un prétendu détournement de plus de 1 milliard 700 millions de francs CFA impliquant une quinzaine de cadres de son département. Ce montant cité dans un rapport du vérificateur général date selon elle de 2023, bien avant le démarrage du chantier. On l'écoute au micro de Alousseni Touri. Moi, j'ai été surprise, j'ai été étonnée d'apprendre sur les réseaux comme quoi sur ces projets routiers, il y a eu un rapport du vérificateur général qui fait état d'irrégularité de 1 milliard 735 millions 588 000 francs CFA. Je mets quiconque en défi. Depuis le lancement de ces travaux, le 16 juillet 2024, par son Excellence le Président de la Transition, ce chantier n'a pas fait d'objet de vérification ni d'audit. Les irrégularités dont ils ont fait état, c'est suite à une vérification menée par les vérificateurs généraux au niveau de l'autorité routière, c'est-à-dire l'actuel fonds d'entretien routier. Et la période de vérification, c'est 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Et le rapport du VEGAL est sorti en 2023 et nous on a lancé ce projet le 16 juillet 2024. C'est bien avant ce projet. Ça n'a rien à voir avec ces projets. La BOAD est là, qui est les partenaires financiers qui financent ces projets. Ce projet n'a jamais fait d'objet d'audit ni de vérification. Donc nous sommes surpris et nous sommes au regret de constater que ces informations ont sillonné le long
Mali, alors que nous, services techniques, qui sommes chargés de tout ce qui est comme gestion technique de ces projets, tout ce qui est comme coordination des travaux, n'ont pas connaissance de ces faits. Le rapport du Végal a été déposé depuis les premiers drafts chez nous en 2022. Nous, on a lancé ce projet le 16 juillet, je le répète, 2024. Quel lien? Et l'autorité routière, c'est un service technique rattaché au ministère des Transports et des Infrastructures qui finance ce qu'on appelle l'entretien routier au Mali. Mais ce projet, c'est un nouveau projet. Donc l'autorité routière n'a rien. Et quand vous regardez la procédure de réalisation des projets au Mali, aucune administration routière n'est impliquée dans la gestion financière. Comme je l'ai dit, nous assumons la gestion technique et la coordination des travaux. Tout ce qui est paiement, nous validons les décomptes, mais tout ce qui est paiement, c'est entre les bailleurs et les prestataires, c'est-à-dire les entreprises et les missions de contrôle. Pas nous. Nous gérons les papiers, nous ne gérons pas l'argent. Et pour ces projets, il n'y a pas question de paiement en espèces, il n'y a pas question de paiement par chèque, mais si les décomptes sont validés, les décomptes sont transmis et le virement est fait. Parce que toutes les décisions que nous prenons sur ces chantiers financés par les partenaires, l'avis de non-objection du partenaire est requis. Donc pour le moment, le partenaire est là, nous on n'a pas connaissance d'une irrégularité sur ces projets. Tout ce qu'on est en train de faire, que ce soit les aspects techniques, le projet est en train d'être réalisé conformément à la structure qui a été validée sur la base de laquelle les devis ont été faits et c'est ce qu'on est en train de respecter. Et nous arrivons à notre titre phare de cette édition, la rencontre entre le gouverneur du district de Bamako et les acteurs des marchés à bétail. Il s'agit d'expliquer aux acteurs les différentes articulations de l'opération de délocalisation des 10 marchés, une mesure prise en septembre 2024 dans le cadre de la sécurisation de la ville de Bamako et ses alentours. Le gouverneur a par ailleurs rassuré les acteurs que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de l'opération de délocalisation. Le reportage de Youssouf Diakité et Julie Traoré. Le gouverneur du district de Bamako, en rencontrant les acteurs des marchés à bétail, veut passer à la matérialisation effective de la décision de délocalisation prise le 19 septembre 2024. Les messages ont été saisis avec une oreille attentive par les concernés, bien sûr avec certaines contraintes inhérentes à toute œuvre humaine. La délocalisation des marchés à bétail, nous avons déjà connu une première étape qui s'est déroulée et cette deuxième étape quand nous sommes associés et comme vous l'avez vu les marchands ont fait des propositions, ont émis des craintes qui sont toutes ou tous légitimes parce qu'il va du bien-être des acteurs et il va aussi de l'approvisionnement du marché bamakois. Mais cette délocalisation, quand elle s'impose, nous adhérons. Parce que quand il s'agit de la sécurité publique, on va au-delà des intérêts personnels. Et là, nous avons émis le vœu que les lieux de délocalisation répondent aux normes. Parce que chacun d'eux a dit, si c'est l'intérêt national, si c'est la sécurité nationale, ils adhèrent. Le gouverneur du district de Bamako rassure que toutes les dispositions sont prises pour le succès de l'opérationnalisation des délocalisations des marchés à bétail. On jugé opportun d'informer les représentants des différents marchés à bétail sur le processus de délocalisation des 10 marchés, un processus qui a commencé depuis octobre 2024 par les marchés à bétail de Lafiabougou-Kwada, le marché à bétail de la zone industrielle et celui de Djelibougou, communément appelé marché de Sotiba. Donc les 4 autres marchés qui doivent être relocalisés sur des sites à Sanankoroba et à Zantigla
seront transférés au moment opportun. Aujourd'hui, les travaux sont en cours au niveau de ces nouveaux sites d'accueil. À la date d'aujourd'hui, les activités qui étaient prévues concernant les infrastructures et équipements d'élevage sont totalement terminées. Nous sommes en train de réaliser les voies d'accès qui avaient été programmées. Il a par ailleurs saisi l'opportunité pour saluer l'esprit patriotique des acteurs des marchés à bétail pour leur adhésion à ces projets d'utilité publique. Et pendant le mois de Ramadan, le gaz butane a fait partie des produits les plus utilisés. Si le prix de la bonbonne de 6 kg avait connu une flambée pendant la crise des hydrocarbures, aujourd'hui avec le retour à la normale, le prix est stable. La bouteille de 6 kg est cédée à 7 000 et celle de 12 kg à 14 000. C'est le constat fait par notre reporter Aliou Abdoulaye Touré et son équipe. Les défis auxquels les jeunes sont confrontés et l'accompagnement du département à travers des projets structurants ont été les moments forts de cette rencontre avec la jeunesse de la commune 1. Les jeunes ont compris la démarche des autorités de la transition et s'engagent à les accompagner dans la refondation du pays. Toutes choses qui réconfortent le ministre Fomba dans sa mission. Vraiment, nous sentons cette communion entre les jeunes et leurs autorités locales et ils comprennent aussi les rôles qu'ils doivent jouer. Et je pense que les échanges aujourd'hui nous ont permis également de brosser un peu les attentes de chacun, les besoins réels de la jeunesse dans leur communauté et de leur engagement également. Au cours de cette rencontre, les jeunes ont directement échangé avec les ministres sur des questions essentielles, notamment la préservation des infrastructures dédiées au sport et les initiatives visant la promotion de la jeunesse. À toutes ces préoccupations, le ministre a déclaré avoir pris bonne note et rassure en ces termes. Aujourd'hui, le président de la transition l'a montré à plusieurs reprises avec des rencontres à Koulouba, le fait qu'il présente des vœux et le fait qu'ils aient défilé au 22 septembre. Je pense que cette confiance-là, aujourd'hui, nous sommes en train de voir les résultats parce que le message que le président de la transition a lancé a été capté par les jeunes. La jeunesse, elle est bien transversale. Notre département de tutelle s'occupe bien et s'assume par rapport à nous. Il vient recueillir toutes les informations, tous les problèmes en lien avec la promotion de la jeunesse, la vision de la jeunesse, l'accompagnement de la jeunesse, l'implication de la jeunesse au développement du pays. En commune 2, la mobilisation était à la hauteur de l'événement. En répondant à l'appel du ministre Fomba, les jeunes ont fait montre de responsabilité et d'engagement citoyen, surtout avec l'année de l'éducation et de la culture décrétée par le président de la transition. Aujourd'hui, notre rôle, ce que le ministre nous a appris, ça c'est un jour. Aujourd'hui, le président de la République a décrété l'année 2026 l'année de la culture et de l'éducation. Aujourd'hui, nous les jeunes, on ne fait qu'accompagner cette initiative. Depuis la restructuration du CNJ, les missions sont maintenant bien établies et très claires pour tout le monde. Aujourd'hui, la fêtière, c'est le répondant de la jeunesse et la fêtière doit s'assurer à animer toutes les associations de jeunesse. Et je pense que dans ce cadre-là, il était important de montrer toutes ces précisions. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde à travers tout le Mali, c'est vraiment une action qui est faite de façon aujourd'hui naturelle. Cerise sur le gâteau, en commune 2, les organisateurs ont présenté un numéro spécial de Yogoro. Voilà, toutes nos excuses pour ce problème d'aiguillage. C'était plutôt ministre Kakene. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre en charge de l'instruction civique, était en commune 1 et 2 du district de Bamako. Les échanges ont porté sur la politique de développement de la jeunesse. Un reportage de Abdul Karim Kaba. Et pour être plus proche de la population et de permettre à celle-ci de passer de bons mois de Ramadan et de Carême, le gouvernement a initié l'opération Sunkalo Solidarité
solidarité qui a sa 3e édition. Elle se déroule à Bamako et dans les capitales régionales. À Nara et à Minaka, le lancement de l'opération a été fait dans la ferveur. Les fidèles ont communié autour d'une rupture collective du jeûne après une donation illustrant l'engagement des plus hautes autorités à promouvoir l'entraide et la cohésion sociale. C'est ce que nous disent Shirfi Moulaya Aïdara et Idrissa Keïta. À Nara, l'élan de solidarité nationale se poursuit avec l'opération Sungalo Solidarité. Une rupture collective des jeunes a réuni les fidèles à la grande mosquée de la ville. Un moment de communion pour magnifier les valeurs d'entraide prônées par les autorités de la transition. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a enseigné que celui qui donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. C'est précisément cette grâce que nous vivons aujourd'hui. Cette initiative est la preuve concrète que l'État reste aux chevilles des plus démunis. À 18h40, l'odeur des mets soigneusement préparées embaume l'air. Annonçant la fin de la journée de privation, les plateaux généreux circulent, mettant à l'honneur des pommes de terre arabes fondantes et du poulet brisé, accompagnés de dattes et de boissons pour rompre le jeûne. Ces ruptures collectives nous donnent parfaitement cette occasion de nous retrouver ensemble comme un seul homme, en tout cas pour prier pour le Mali, pour prier pour la paix, pour prier pour l'unité, l'entente, la concorde entre tous les Maliens. Je suis accompagné par l'ensemble des responsables régionaux, civils et militaires, dans la Maison de Dieu pour témoigner la présence de l'État auprès des populations où qu'elles se trouvent. Initiée pour soulager les populations en ces mois bénis, cette rupture collective vise à renforcer la cohésion sociale pour les bénéficiaires venus nombreux. Ce geste, au-delà du cadre alimentaire, se veut un symbole de résilience et de l'unité nationale. 20 tonnes, c'est la quantité du riz distribué aux populations vulnérables de la région de Menaka en ce moment béni de Ramadan pour diminuer la charge des fidèles en cette période de grandes dépenses. Au nom de votre autorité, le gouverneur a procédé au lancement de cette opération dénommée Sungalo Solidarité. Ces activités de Sungalo Solidarité viennent assouplir les souffrances des populations pendant ce mois de béni. Et c'est le lieu de remercier les plus hautes autorités de la transition pour cet élan patriotique de communion et de solidarité qui vise à alléger les souffrances des populations. Les bénéficiaires sont très heureux de ce geste qui renforce davantage les liens entre population et administration. C'est quelque chose qui nous va droit au cœur et c'est quelque chose aussi qui laisse un impact positif par rapport à la solidarité, par rapport au bon vivre ensemble entre les populations et tout le monde, et tous les habitants de la région de Menaka. Même les non-musulmans, vraiment sont très contents de ces gestes. Nous appelons chacun à faire de son mieux pendant ces mois de Ramadan. Il y a des vulnérables auxquels on doit faire attention. Aussi, nous disons grand merci au nom du Haut Conseil islamique, au nom du gouverneur de la région de Menaka. Nous félicitons les autorités du pays pour avoir introduit l'opération Sungalo Solidarité dans les prérogatives du Mali. En retour aux fidèles de faire des prières pour que la paix, le bon vivre ensemble d'antan puisse revenir dans la région et dans tout le pays. Ce lancement a été suivi d'une rupture collective à la grande mosquée rassemblant les différentes couches sociales autour de prières et de repas. Et en plus du gouvernement, de bonne volonté accompagne l'initiative gouvernementale. C'est dans ce cadre que Toulis Group a offert une importante quantité de vivres à la communauté chrétienne qui observe le carême en ce moment. La cérémonie a eu lieu dans l'église de Nyamakoro. La cérémonie de remise a été suivie par des bénédictions et prières pour la paix et la cohésion sociale au Mali. Le reportage de Mohamed Naman Keïta. La caravane de solidarité et de distribution des vivres Ramadan Tour de Toulouse a fait escale ce dimanche 1er mars devant l'église protestante Baptiste Bethel à Nyamakoro Sougukoro. Dans son panier des vivres pour les fidèles chrétiens de la commune 6, 100 kits composés de 50 kg de riz, 5 litres d'huile alimentaire et 5 kg de sucre pour
les protestants et autant pour les catholiques. Ce soir, nous sommes là dans le cadre de la donation de 200 kits aux chrétiens catholiques et protestants afin de faciliter leur carême. C'est pour montrer au monde entier que le Mali a besoin de la paix. Que ce soit musulmans, chrétiens ou autres, si nous nous donnons la main, ça va faire développer ces pays. Cette donation de Toulouse soulage à plus d'un titre la communauté chrétienne de la commune 6 durant ce mois d'abstinence et d'ample adoration. Pour nous, ça c'est vraiment un bon geste qui était vraiment attendu et nous tenons vraiment à saluer cette association qui a pensé à la communauté chrétienne en lui offrant vraiment des vies vraiment aujourd'hui. C'est un mot de remerciement au plus profond de nous-mêmes, puisque celui qui fait ce type d'acte est vraiment celui qui connaît Dieu. Il n'y a pas vie sans vivre. Voilà, nous prions pour Batoulignan et toute son équipe. À travers l'opération Ramadan Tour 2026, Toulouse compte distribuer 25 000 kits alimentaires à travers tous les pays. Au Niger, dans le cadre de l'opération Nalewa Dole, les forces de défense nigériennes ont saisi des matériels de guerre et neutralisé des terroristes. Parmi les butins, des véhicules de ravitailleurs, des téléphones et une importante somme d'argent. Cette opération fait suite à l'attentat perpétré contre des positions des forces de défense et de sécurité nigériennes. Le bilan de l'opération a été présenté au gouverneur de la région de Difa. Le reportage de Aliou Ibrahim et Kabirou Abdou. Les forces de défense et de sécurité opérant dans la région de Difa ont franchi une nouvelle étape dans la lutte contre les trafics illicites et le terrorisme. Ce dimanche matin, une importante présentation d'armes de guerre, de munitions, de véhicules et de matériel logistique saisis sur des trafiquants ainsi que sur des groupes terroristes ayant attaqué le département de Ngourti a été faite au gouverneur de la région. Cette action menée dans le cadre de l'opération Nalewa Dole illustre l'engagement constant des forces de défense et de sécurité à défendre chaque mètre du territoire national. Les forces de défense et de sécurité de la garnison de Ngimi ont conduit une opération qui a abouti au démantèlement de l'un des principaux réseaux de ravitaillement des BH en armement et munitions, se traduisant par l'interpellation des 4 individus. L'opération a aussi permis la saisie du matériel, une importante somme d'argent. Le bilan de cette opération a permis de neutraliser un terroriste, récupérer un véhicule, 3 AK-47, 4 roquettes et plusieurs munitions de 7,62 x 39. Ainsi que 4 portables Android. Le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamed Ibrahim Bagdoma, a adressé ses félicitations aux forces de défense et de sécurité pour cette double réussite opérationnelle. Nous profitons de cette occasion pour leur rendre un vibrant hommage. Les féliciter au nom des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels son Excellence le général d'armée Abdraman Chani. Le gouverneur a enfin rappelé que la lutte contre le terrorisme et les trafics criminels demeure une priorité nationale, appelant les populations à renforcer leur collaboration avec les forces de sécurité afin de préserver la paix et la stabilité dans la région. Au Burkina, la brigade d'enquête et de recherche de l'Ouest a saisi une importante quantité de marchandises. Il y a moins d'une semaine, la coordination nationale de lutte contre la fraude a rencontré les hommes de médias pour leur expliquer les tenants et les aboutissants de l'opération. L'activité s'est déroulée à Bobo Dioulasso. Des détails dans ce reportage signé Bouraima Khan et Salam Dabal. 3 importantes quantités de marchandises et de produits prohibés saisis d'un coût global estimé à plus de 132 millions de francs CFA.
Une opération menée par la Coordination nationale de lutte contre la fraude à travers la brigade d'enquête et de recherche de l'Ouest. Des opérations de saisie menées à Bobo-Dioulasso et sur l'axe Dano-Kopère dans la région de Dioro. C'est la principale information qui ressort de ce point de presse entre le coordonnateur national de lutte contre la fraude et les professionnels de médias de la région du Guérico. Ces saisies sont des acquis d'une opération dénommée Kanankanse en langue morée qui signifie guêpe. La première opération s'est déroulée dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 février 2026 suite à une information reçue par la PRO. La deuxième saisie a été opérée le dimanche 22 février 2026 dans un magasin situé à proximité du grand marché de la ville de Bobo-Dioulasso. La troisième saisie a été opérée le mercredi 25 février 2026 dans une camionnette à proximité du grand marché de la ville de Bobo-Dioulasso. Malgré les différentes sensibilisations et les dispositions prises par le gouvernement, le phénomène persiste. Coordination nationale renouvelle ainsi son engagement à toujours combattre ce fléau. À travers ces trois opérations, la Coordination nationale de lutte contre la fraude tient à réaffirmer sa détermination totale à combattre toutes les formes de fraude, protéger l'environnement, la santé des populations et l'économie nationale. Nous appelons les opérateurs économiques à se conformer strictement à la réglementation en vigueur. Dr Mohamadi Kompaoré, coordonnateur national de lutte contre la fraude, et ses collaborateurs invitent les populations à une saine collaboration pour venir à bout de ce mal qui impacte négativement l'économie nationale. Retour à l'actualité nationale du changement à la tête de la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Bamako. Oumar Diallo succède à Aruna Kanté. Il a été élu par consensus ce dimanche à l'issue du vote. Les membres consulaires ont salué cet esprit de cohésion qui devrait caractériser l'élection du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali prévue ce jeudi. Abdul Karim Kaba revient sur le déroulement du vote d'hier. 69 voix présentes sur 88 ont accordé leur confiance à Oumar Diallo et ses 3 vice-présidents pour diriger le bureau de la délégation régionale du district de Bamako. Pour le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bamako, l'unité et la cohésion sociale ont prévalu. Il y a quand même plein de défis à relever et nous allons s'y mettre, Inch'Allah, pour surmonter ces difficultés-là très rapidement. Et j'en profite pour remercier l'ensemble des membres consulaires qui se sont tous dévoués par rapport à l'installation de ce bureau. Ce bureau de consensus est le fruit d'un dialogue franc, patriotique et constructif. C'est là afin de préserver la stabilité et la crédibilité de la Chambre de commerce et d'industrie au niveau de Bamako. C'est un bureau consensuel. Il y avait d'autres candidats, il n'y avait pas que moi. Mais ils ont tous accepté de mettre le Mali devant et accepté de faire un bureau consensuel. Et j'ai remercié l'ensemble des vice-présidents aussi pour ça. En attendant l'élection du bureau national avec les 294 membres consulaires de l'ensemble du pays, le superviseur de l'élection du district de Bamako, non moins directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence, Fousseni Bamba, a renvoyé le nouveau bureau dans ses fonctions tout en l'invitant à œuvrer au développement des affaires dans la capitale. Le budget au titre de 2026 de l'hôpital du Mali est de 6,235 milliards de francs CFA. Il connaît une légère augmentation de 50 millions par rapport à l'année dernière, un montant qui devrait permettre aux responsables de cette structure hospitalière de poursuivre des activités de consultation, d'analyse et d'opérations chirurgicales. La 27e session ordinaire du conseil d'administration de l'hôpital du Mali s'est tenue la semaine dernière. Le reportage de Sokona Kamesoko. Avec un budget chiffré de plus de 6,187 milliards de francs CFA pour l'exercice 2025, l'hôpital du Mali a pu exécuter les activités programmées, activités qui s'articulent notamment autour des consultations, des examens de laboratoire et des interventions chirurgicales.
Pouvons dire qu'on a atteint l'ensemble de nos résultats parce que tous les indicateurs sont au-delà de 80%. Donc ça, c'est un bon résultat. En termes de consultations, par exemple, on a fait 85 000 consultations, dont environ 60 000 nouveaux cas. On a pris à peu près plus de 2000 dossiers des indigents. En plus de cela aussi, dans le cadre de la procréation médicalement assistée, en 2025, on a eu à peu près 50 grossesses, dont 12 naissances vivantes. Donc ça aussi, c'est un bon résultat. Par rapport aussi au démarrage de la radiothérapie, alors nous avons pris en charge à peu près 385 malades. Ces résultats réalisés sont loin d'occulter les difficultés de l'établissement hospitalier. L'année 2025 a été marquée par divers goulots d'étranglement, comme l'insuffisance du box de consultation et l'inadéquation de certains locaux, l'obsolescence de certains équipements lourds. Cependant, les résultats obtenus sont encourageants. En termes de perspective, il est envisagé le renforcement des capacités d'accueil et de prise en charge des patients. Le défi, c'est un bon accueil parce qu'on a vu dans le cas des états généraux de la santé, il y a des plaintes par rapport à cela et c'est pour améliorer l'accueil et l'orientation. Nous avons un service dédié à cela et en plus de ces services, tout le personnel y participe. Pour relever ces défis, l'hôpital du Mali se dote d'un budget prévisionnel de plus de 6 milliards 235 millions de francs CFA. Et nous changeons de direction tout en restant dans le domaine de la santé avec la tenue de la 21e session du conseil d'administration de l'hôpital régional de Tombouctou. Une session qui s'est tenue dans un contexte marqué par une crise énergétique aux répercussions notables sur le fonctionnement de l'établissement. Malgré cette difficulté, la structure a affiché des performances jugées très satisfaisantes pour l'exercice 2025. Les administrateurs réunis en présentiel et par visioconférence ont adopté le budget 2026 en hausse de 4%. Il est estimé à plus d'1 milliard 180 millions de francs CFA. La session a également été marquée par la visite du chantier d'extension et de modernisation de l'hôpital, témoignant des ambitions de renforcement des capacités de l'établissement. Le reportage de Najim Baba Sissé et Maouloud Tandina. La 21e session du conseil d'administration de l'hôpital de Tombouctou se tient dans un contexte particulier, marqué par une crise énergétique qui n'est pas sans effet sur les activités de la structure. Malgré cela, l'hôpital de Tombouctou a réalisé ses activités de 2025 avec un taux très satisfaisant dans ses différents services. Pour les activités techniques, les taux de réalisation ont été de 100% pour les consultations externes, 94% pour les hospitalisations, 102% pour les activités chirurgicales, 87,4% pour les accouchements, 104,6% pour le plateau technique, une disponibilité de 100% pour les médicaments essentiels, mais une stagnation de la mortalité hospitalière à 7,9%. Derrière ces belles performances, l'hôpital de Tombouctou est confronté à quelques contraintes, notamment l'insuffisance de personnel, surtout dans certaines spécialités, les effets néfastes de la crise énergétique que connaît le pays, pour ne citer que celle-ci. Il s'agira pour nous d'étudier l'état d'exécution des activités techniques et financières 2025, d'en déduire les progrès réalisés et de mesurer l'ampleur des contraintes à lever dans une programmation 2026, et cela dans tous les domaines. En présentiel et par visioconférence, les administrateurs ont adopté le projet de budget 2026 équilibré en recettes et dépenses à plus d'1 milliard 180 millions de francs CFA, soit une augmentation de 4% du budget, dont 52% en ressources propres, 43% subventions de l'État et 5% pour les partenaires. 2026 constitue une année charnière pour l'hôpital de Tombouctou. Les travaux d'extension et de modernisation sont en cours et c'est une année intermédiaire où nous devons préparer la réception de notre nouveau joyau, de le faire fonctionner comme il le faut. Et cela demande une augmentation des ressources financières, une augmentation des ressources humaines et une gestion particulièrement raffinée pour atteindre les objectifs souhaités et satisfaire la population de Tombouctou.
La visite guidée du chantier du projet d'extension et de modernisation de l'hôpital par les administrateurs pour apprécier l'exécution des travaux a mis fin à la session. Et je vous l'annonçais dans les titres, le trouble de conduction cardiaque est une pathologie qui touche majoritairement les personnes âgées et se manifeste par un essoufflement, les vertiges, une perte de connaissance brusque, entre autres. Actuellement, le seul traitement est l'implantation d'une pile, généralement sous la clavicule gauche, pour permettre de réguler le rythme cardiaque. Cette pile a une durée de vie maximale qui varie entre 8 et 10 ans et doit être remplacée après son expiration. Une patiente a bénéficié de cette technique avec succès au centre hospitalier universitaire de Kati grâce à l'intervention du professeur Youssouf Kamara et son équipe. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Koumba Sissé a assisté à l'opération. Pour tout savoir également sur cette pathologie, suivons ce reportage. Au CHU professeur Bokar Sédissal de Kati, nous avons rencontré une patiente qui a voulu garder l'anonymat. Elle souffre depuis un certain moment de troubles de conduction cardiaque. Que faut-il comprendre du système électrique du cœur et de la vitesse normale du battement cardiaque par minute? Dans le cœur, il y a un groupe électrogène. Ce groupe électrogène produit de l'électricité. L'électricité là doit être acheminée au niveau des différentes autres parties du cœur pour que le cœur puisse se contracter, battre. Le battement normal du cœur, en moyenne, c'est 70 par minute. De 70 par minute à 50 ou bien moins de 50, c'est pas soutenable. Mais il faut préciser que chez certaines personnes, comme les sportifs, eux, ils peuvent descendre à moins de 50. Les fils qui conduisent l'électricité du cœur se détériorent avec l'âge. Eux n'arrivent plus à fonctionner correctement. Les personnes qui sont dans cette situation ont des difficultés à marcher, à fournir d'efforts, souffrent d'essoufflement. Eux, ce n'est pas tout. Il y a les vertiges, mais il y a des cas plus graves où le patient perd connaissance. Donc, l'autre manière de diagnostiquer cette maladie, c'est l'électrocardiogramme. Cette maladie survient surtout chez les vieilles personnes. Il y a certains enfants qui naissent avec. Selon le médecin, aujourd'hui, ce trouble du système cardiaque du cœur n'a pas de traitement médical. La seule solution pour réguler ce système est l'implantation d'une pile qui a une durée de vie maximale entre 8 et 10 ans. Une pile, c'est une batterie. Il y a plusieurs sortes de piles. Ce qui concerne les troubles de la conduction, voilà une pile. C'est ce qui va remplacer le groupe électrogène de la personne. Et voilà le fil, ce que nous appelons sonde. Donc, quand on dit qu'on opère le cœur, les gens sont affolés. D'abord, la personne n'est pas endormie. C'est une anesthésie locale. Et c'est juste cette partie de l'épaule qu'on anesthésie. Et il y a une petite veine qui passe par là. C'est dans cette veine qu'on introduit la sonde. L'intervention est rapide grâce aux appareils de dernière génération comme l'amplificateur de brillance et le programmateur de pacemaker. Nous allons mettre maintenant la sonde dans le cœur. Donc c'est la partie la plus difficile. Donc je vais faire des manœuvres pour que ça passe dans le cœur. Vous voyez la sonde dans le cœur et elle n'a pas mal du tout. Donc on va essayer de fixer ici. C'est un geste rapide et précis qu'il faut faire. Je vais faire sortir la vis, le système de fixation. Donc en tournant cette clé-là, au minimum 12 fois. Ma sonde semble être fixée. Maintenant on va faire le test. Si ce test n'est pas bon, si on laisse, la pile peut se décharger très rapidement.
Juste après l'intervention, la patiente doit être hospitalisée pour 24 heures seulement. Avant de regagner sa salle d'hospitalisation, elle s'exprime à notre micro. L'inconvénient principal de cette pathologie cardiaque est l'arrêt du cœur. Si on met la pile, donc ça empêche le cœur de s'arrêter. La personne peut téléphoner, la personne peut prendre tous les moyens de transport. Nous avons fait plus de 200 implantations au Mali. Les premiers qui ont été implantés, leur pile va commencer à être remplacée. Au dire de professeur Camara, beaucoup de personnes n'ont malheureusement pas pu être sauvées à cause du coût élevé de la prise en charge qui se chiffre à 2 millions de francs CFA au Mali contre 22 millions à l'extérieur. Notre patiente, heureuse bénéficiaire de Peacemaker, à sa sortie du bloc opératoire, retrouve sa fille, sa belle-fille et son arrière-petit-fils en larmes de joie. Meilleure santé à la patiente et bravo au professeur Camara. Après la santé, la culture, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne était ce week-end dans la cité des Askia pour une série d'activités. Au cours de son séjour à Gao, Abdul Kassim Ibrahim Fomba et sa délégation ont eu droit à des prestations artistiques et culturelles, à la lutte traditionnelle Alanga, des causeries sur l'histoire de Gao et bien d'autres. C'était en présence de notre reporter Aliou Idrissa Maïga. Du jeu traditionnel appelé Dodoku, pratiqué à Gao uniquement pendant le mois de Ramadan, en passant par Ababarabaha, la danse des bouchers, la lutte traditionnelle Alanga Langa et des slams sur la citoyenneté, le Conseil régional de la jeunesse de Gao a tout mis en œuvre pour rendre agréable le séjour du ministre de la Jeunesse et des Sports dans la cité des Askia. Ces 2 nuits ont été formidables. On a passé des moments extraordinaires ensemble. Et je me souviens tout petit, c'était avec nos grands-mères qu'on passait ces moments-là. Elles étaient là avec tout le monde, on nous racontait des histoires. Nous on disait Ziri, Namou, donc c'était comme ça et les histoires venaient. Mais toutes ces histoires, c'était exactement ce que les slameurs racontaient. Le pays a encore de nouveaux défis et ce défi-là doit être relevé par la jeunesse. Les invités du jour ont été aussi émerveillés par une présentation sur l'histoire du Gao et la souveraineté du Mali. Quand on prend Kankou Moussa, il a mené 300 000 onces d'or pour aller chercher la grâce de Dieu, pour que le Mali soit sauvé dans sa totalité. C'est devant Dieu qu'on a retrouvé cette souveraineté depuis 1595. Avec toutes ces démonstrations artistiques, culturelles et sportives, le ministre Fomba et sa délégation gardent désormais un très bon souvenir de Gao. Honnêtement, le fait de revenir ici, ça m'a fait chaud au cœur. Et c'est une autre tradition bien ancrée dans les habitudes pendant le mois de Ramadan. Après le 10e jour, les enfants font le porte-à-porte pour magnifier cette tradition. Il s'agit du Yogoro et du Salawalewale. Et le RTM depuis des années contribue au rayonnement de ces pratiques. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Boukari Koulibaly a suivi certains dans la capitale et s'est ensuite retrouvée dans la famille d'une personnalité. Pour en savoir plus, suivez ce reportage. Il est 20h à Bamako, la nuit tombe doucement sur la capitale, mais dans certains quartiers, l'ambiance monte d'un cran. Surgissant de ruelles, des groupes de jeunes visages masqués, corps déguisés en bouffons, prennent d'assaut les concessions. Tam-tam et percussions à la main, ils chantent, dansent et frappent aux portes. C'est le Yogoro pour les garçons, les Salawalewale pour les filles. Une tradition séculaire, transmise de génération en génération, véritable théâtre populaire à ciel ouvert. En file indienne ou en cercle, ils enchaînent acrobatie, pas cadencés et chants satiriques. Derrière l'humour et les grimaces se cachent des messages.
des conseils, des rappels à l'ordre social. Le Yogoro n'est pas qu'un simple divertissement, c'est un espace d'expression communautaire, un miroir de la société, un moment où la jeunesse interpelle les adultes, souvent avec ironie, mais toujours avec intelligence. Il sollicite des céréales, quelques pièces de monnaie, parfois du sucre ou du mil. Car donner au Yogoro, c'est encourager la tradition, bénir la jeunesse et participer à la cohésion sociale. Dans la nuit du samedi dernier, ces bouffons d'un soir ont investi le domicile du ministre de la Santé et du Développement social. En quelques minutes, l'atmosphère officielle laisse place à la nostalgie. Des rires débordent, les souvenirs d'enfance se refont surface. L'assistance voyage dans le temps, un moment à la fois solennel et joyeux. Un moment simple, mais d'une portée immense. Car à travers ces pas de danse et ces chants rythmés, c'est toute la richesse culturelle du Mali qui s'exprime. Une culture vivante, participative, profondément ancrée dans le mois sacré du Ramadan, puisque le rituel débute traditionnellement à partir du 10e jour. Abe Mouira, Kafokanye Kili, Famayatala, Fantayatala, Ukalani Ukotala, Makala Ukotala, Ude Malita Buludoy, Ampede Kili, Ampebe Jeka Dominike Yonfe, Mimi Fleni, Nanya Fura Chamayana, Utado Minduere, téléphone, télé, Dans les villages comme dans les centres urbains, le Yogoro et les Salawalewale ont longtemps été les piliers du vivre ensemble. Mais aujourd'hui, cette pratique s'effrite. Urbanisation, modernité, nouveaux modes de divertissement, la tradition peine parfois à mobiliser autant qu'autrefois. Pourtant, elle demeure un symbole fort de notre identité, un patrimoine immatériel à sauvegarder, un langage culturel qui raconte qui nous sommes. Ni ya mebe ta yoro la ki jujone don folo meta ni bora yoro mina na yan bokolo don amese ka ta yoro chama kan ni bange bawo fene fe u ka to ka masala ni deuni ka deun blasra kokolo ndo be no folo ali maliko na ko fra ko karsa en ko ay maliente subaro ko malien na dusu be nyona ambe ka sego mima ame jamana nyamo fola. Les tam-tams se taisent, les danseurs immobilisent leurs pas, le silence s'installe. Tous les regards convergent vers la maîtresse des maisons. Fidèle à la tradition, elle s'avance pour accomplir le geste attendu, la remise du don symbolique. Un acte qui scelle la visite, accompagné de bénédictions et de prières. La mission accomplie, les masques se détournent, les silhouettes s'éloignent dans les nuits bamakoises vers d'autres concessions, d'autres familles, d'autres éclats de rire. Et ainsi jusqu'à la fin du mois sacré. Parce que tant que résonneront les tam-tams du Yogoro, c'est l'âme du Mali qui continuera de vibrer. Un véritable cadre de cohésion que de bons souvenirs. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.